T'as vu dans les commentaires, il y a des gens qui pensent qu'on boit du whisky. Oh bah ça ferait une sacrée dose quand même, hein. Ouais, après, ça serait sûrement plus marrant. Ouais, puis je pourrais te supporter. Pardon ? Bon allez, c'est l'heure de la débauche. Aujourd'hui, on va vous parler de consommation de substances en lien avec le travail, des substances qu'on appelle psychoactives. C'est des drogues comme la cocaïne, le cannabis, l'alcool, mais ça peut être aussi le café, la cigarette ou des médicaments. On a bien conscience que c'est un sujet qui est compliqué parce qu'il y a beaucoup de tabous et que très souvent, les personnes qui sont concernées sont trop habituées à des discours culpabilisants. Nous, on n'est surtout pas là pour ça, on est là pour lever le voile sur ces pratiques et surtout vous dire qu'on est solidaire avec les travailleurs qui traversent ça. Et vous allez voir, l'idée c'est qu'à la fin, vous n'allez pas ressentir de la culpabilité, mais vous aurez, on l'espère, plutôt des explications. Comprendre pourquoi on consomme au boulot. Au mois de juin 2025, une étude a été publiée, réalisée par Itilo. Elle montrait que la consommation de drogue et d'alcool au travail a augmenté de 107% en 8 ans, avec une forte hausse de la consommation de cocaïne. Les médias ont donc parlé du sujet, mais presque toujours sous le même angle, avec un ton alarmiste, mais sans vouloir vraiment expliquer pourquoi les personnes consomment de plus en plus au travail. Selon une étude menée par le cabinet Itilo, la consommation d'alcool et de stupéfiants a augmenté de 107% depuis 2017. Cette étude choque, les dépistages positifs de drogue et d'alcool ont doublé en 8 ans au travail. 2 fois plus qu'en 2017. Cocaïne, alcool, cannabis, leur consommation explose au travail. Ce n'est pas compliqué, elle a tout simplement doublé en 8 ans. Les médias s'accrochent donc tous à cette étude Itilo, une marque de l'entreprise Aperli, et invitent à leur antenne le cofondateur Jean-Jacques Cadot. Alors on est allé voir sur le site et on comprend que c'est une entreprise qui propose des services aux patrons, qui leur donne la possibilité de pouvoir dépister les salariés directement sur leur lieu de travail. Ils expliquent que c'est pour éviter les accidents, c'est de la prévention, c'est important. Oui, mais c'est aussi une façon de contrôler les salariés et possiblement de les sanctionner. Mais peut-être que c'est ça la solution, le dépistage, on gère sur le moment. Mais quelles sont les raisons ? Quel est le contexte ? Alors, on n'est pas sociologue non plus. Non, mais... Pour observer tout ça. Mais vous avez du bon sens. Ah bah oui, pourquoi faire de la sociologie quand il existe le bon sens ? Alors ok, le bon sens, je veux bien qu'on laisse pas un mec ivre-mort piloter un avion, on est tous d'accord là-dessus. Mais on parle pas de ça. Là, on parle surtout des patrons qui ont peur que leurs salariés soient moins performants, moins efficaces au travail. Mais c'est peut-être là qu'on a besoin de la sociologie. Demandons à un sociologue justement. Quelles sont les conséquences de cet usage de substances psychoactives sur la performance des salariés et donc sur la performance de l'entreprise in fine ? Alors la question est ici tout à fait différente, puisque le sociologue ne se pose pas la question de la performance. Il se pose plus généralement la question des usages et des fonctions que peuvent recouvrir ces usages pour les salariés. Le sociologue ne se pose pas la question de la performance. Mais c'est peut-être pour ça qu'on les invite jamais. Lui, c'est le sociologue et politiste Renaud Crespin. Il a écrit le livre collectif « Se doper pour travailler » avec la professeure émérite de psychologie du travail Dominique L'Huillier et l'ergonome et docteur en psychologie du travail Gladys Lutz. Eux, ils se posent la question des usages. C'est digne d'intérêt ça quand même. Et ça apporte peut-être des réponses à nos questions. Oui, et nos questions, c'est pas celles des éditorialistes du début. Nous, on s'en fiche de la question de la performance. Puis en plus, la performance, à quel prix ? Dans la majorité des cas, la consommation de produits psychoactifs au travail est considérée comme pathologique. Du coup, il n'y a que les psys et les médecins qui ont le droit d'en parler. Ah oui, vous verrez, même nous, on n'a pas pu y couper. À chaque fois qu'on trouvait un sociologue qui parlait du sujet, hop, il était accompagné par un médecin. Donc nous, au lieu d'avoir une grille de lecture médicale, psychologisante et individualisante, on va avoir une grille de lecture politique et systémique. Qu'est-ce qui nous pousse collectivement à consommer ? Ce sujet, il est surtout traité sous l'angle de l'addiction, de la dépendance, puis de la détection et de la sanction. Et c'est cette logique du risque qui cache le point de vue du consommateur, comme l'explique Dominique L'Huillier. Si on sort de l'idée que ce sont des problématiques individuelles, qu'une personne est tombée dans la consommation d'un produit, mais qu'il faut prendre le recul qui nous permet de comprendre pourquoi est-ce qu'il consomme dans tel cadre et pas dans tel autre, pourquoi à certains moments ou en lien avec telle contrainte du travail. Donc c'est ce prisme-là qui nous a particulièrement intéressés. Consommer en lien avec des contraintes de travail. Mais ce prisme-là, ça change tout. Ça veut dire que ce n'est pas l'individu qui fait preuve de faiblesse en tombant dans la consommation, mais que tout ça, c'est dû plutôt à un contexte professionnel particulier. Tiens, prenons un exemple concret, les centres de tri postaux et l'alcool. Le sociologue Pierre Merle et le médecin Bertrand Lebeau ont fait une enquête dans un centre de tri postal en 2004. Dans les années 2000, c'est le début de l'enfer à la Poste. Il y a des restructurations dans tous les sens. Dans ce contexte, il y a des mobilisations sociales qui se préparent, mais aussi une forte identité de groupe chez les agents de la Poste.
La vie dans un centre de tri est décrite comme très ritualisée par les chercheurs. On s'arrête ensemble, on prend une pause ensemble, on boit un coup ensemble. La bière est en effet rarement consommée seule. Ces pratiques sont plus fréquentes au transbordement. Il y fait chaud l'été, on se désaltère, il y fait froid l'hiver, on se réchauffe. Ce sont des moments où l'on reprend des forces. C'est aussi à ces moments-là que les agents discutent de ce qui ne va pas au centre de tri et des actions qu'il faudrait mener. Si tu vois que les pots clandestins augmentent, c'est qu'on n'est pas loin d'une grève. Bon, cette logique de groupe, quand on aborde l'alcool au travail que d'un point de vue médical, on passe complètement à côté. Et on passe aussi à côté de l'usage de l'alcool comme un moyen de s'intégrer au groupe. Voyez ce qu'en dit un travailleur du centre de tri postal. Les nouveaux qui arrivent, c'est un peu comme, tu vois, la première communion. Tu bois un coup avec nous, tu fumes la première cigarette. C'est un peu comme les grands-pères, les oncles, filer une première cuite en se marrant. Ici, c'est comme ça. C'est pas méchant, non, mais comme ça, t'es des nôtres. Ah là, on est bien loin de l'image de l'alcool comme anxiolytique ou associé à l'isolement. Là, on est plutôt dans des milieux où l'alcool est une manière de se rencontrer. Comme ça, on vous dirait qu'on vous vend la consommation d'alcool comme un truc positif. Sauf qu'évidemment, on n'est pas là pour vous dire si c'est bien ou c'est mal, mais on est là pour vous restituer une réalité qui est complexe, celle de la consommation d'alcool au travail. Cette réalité de l'alcool comme cohésion de groupe, elle fait partie de milieux professionnels où sont surreprésentées les classes populaires. Oui, et des milieux très masculins aussi, avec des travailleurs exposés aux intempéries, au bruit et aux horaires décalés. Mais autre milieu professionnel, autre consommation de produits psychotropes. Est-ce que vous connaissez les smart drugs? Les quoi? Les drogues intelligentes, Maudit. La sociologue Joanne Collin mène une recherche sur les smart drugs, les médicaments ou d'autres substances prises par les professionnels pour améliorer leur performance au travail. C'est même plus seulement la quête de la performance, c'est la quête de la perfection. Ah oui, parce qu'évidemment, le traitement médiatique des produits consommés au travail, quand ça concerne les bourgeois, ça les rend plus perfectionnistes. Quand ça concerne les prolos, ça les rend dangereux et ivrognes. Je pense que tu dis ça parce que tu manques de motivation. Jonathan a consulté un médecin durant la pandémie parce qu'il ressentait un manque d'énergie et de motivation. Mais c'était une crise sanitaire internationale, Jonathan. Tout le monde manquait de motivation. Oula! Perte grave du sens des priorités, ne pense pas à l'économie d'abord. Je vais vous prescrire quelques pilules de nootropiques, Madame Maudit, parce que ça va plus du tout, là. Je finis l'appel puis je me retrouve avec une prescription de 360 comprimés de stimulants. Pour certains de ces produits, pas besoin de prescription médicale. Ils sont trouvables en libre accès sur Internet sous forme de poudre ou de gélules, vendus comme de simples compléments alimentaires, voire parfois même présentés comme naturels. Ça, c'est évidemment juste une stratégie de communication pour rassurer les utilisateurs qui, dans les faits, se retrouvent à dépasser leurs limites physiques ou mentales en consommant ces produits dopants. Maintenant, les adeptes du microdosing et tout, en fait, l'usage qu'ils en font, c'est pas pour le plaisir, c'est pour fonctionner. C'est pour mieux fonctionner, mieux répondre aux exigences. Alors pourquoi on prend des psychoactifs au travail ou à cause du travail? À quoi ça sert? Selon les chercheurs du bouquin « Se doper pour travailler », il y a 4 raisons principales. On va laisser Renaud Crespin vous présenter la première et la plus répandue. Une des premières fonctions, c'est une fonction qui consiste à s'anesthésier, c'est-à-dire à ne plus penser, par exemple, à son travail, pour des raisons qui sont liées au fait qu'ils sont répétitifs, que les gens peuvent s'ennuyer au travail, ou que les tâches, effectivement, étant peu intéressantes ou ne remplissant pas d'intérêt particulier pour les gens qui travaillent, eh bien, les individus peuvent prendre des produits pour ne pas penser et pour lever un peu les affects qui pourraient les toucher et les faire souffrir au travail. La souffrance au travail, c'est la première raison pour laquelle on ressent le besoin de se droguer, de consommer de l'alcool ou de prendre des médicaments. Et ça, c'est super important. Il y a très souvent des liens entre le travail et les addictions. C'est pas un problème individuel, c'est un problème social. On consomme pour supporter sa journée de taf, diminuer le stress, la fatigue ou l'ennui. On recherche une échappatoire contre la fatigue, le manque d'effectifs, les changements d'horaire fréquents. Si on était heureux au travail, on n'aurait pas besoin de s'anesthésier. Le mot est fort quand même. Ça veut dire soulager la douleur physique ou psychologique. La deuxième fonction des psychoactifs, c'est la stimulation, c'est-à-dire obliger son corps et son esprit à être assez performants pour tenir le rythme, pour réussir à tout gérer sans s'effondrer. Il s'agit alors effectivement, on rentre dans cette idée de dopage, de se désinhiber, d'y aller. Des formes aussi d'euphorisation qui sont permises par un certain nombre de produits. Écoutez le témoignage de ce serveur dans l'émission France Culture Les Pieds sur Terre sur la drogue au travail. Pour mon boulot, parce que j'en ai besoin. Je suis serveur, je commence à 16h, je termine à 2h30, 3h du matin. Il y a beaucoup de passages, beaucoup de monde. Et puis voilà, il faut tenir le coup. Vous avez entendu, il parle de tenir le coup. Vous allez voir, cette expression, elle revient tout le temps.
Il y a des moments où je peux avoir des coups de bourre, où j'ai besoin d'aller vite faire un petit tour dans les toilettes et me prendre ma petite trace et revenir plein pot pendant 3 heures et non-stop pour mon travail. Dans l'émission de France 2, Ça commence aujourd'hui, où se succèdent là aussi différents témoignages sur le sujet, on voit bien que ça peut concerner tous les milieux sociaux et professionnels. On a par exemple un directeur commercial qui nous parle de sa consommation de cocaïne. C'était pour tenir le rythme, alors personne m'a imposé d'avoir ce rythme. J'étais responsable d'une association professionnelle et en même temps directeur commercial dans la chimie alimentaire. Ouais. Et pour moi, c'était indispensable. Mes journées faisaient 48 heures alors qu'elles ont 24 heures. Ah ouais. Alors peut-être que l'idée qu'un cadre en prenne, ça ne vous surprend pas plus que ça. Mais une assistante sociale avec des élèves, ou une soignante par exemple. Donc moi, j'étais assistante sociale, avec des élèves, et donc je suis tombée dans l'addiction de l'alcool. Aussi à cause de la noirceur de ce que vous entendiez ? Tout à fait, et de la pression, que j'ai subie en fait. Vous aviez pris quoi à cette période-là ? Là, j'avais dû prendre, je pense, de la cocaïne pour tenir le soir, parce que on travaillait au fait à l'hôpital. Et oui, même à l'hôpital, les soignants peuvent prendre de la drogue pour tenir le coup encore. Et quand on vous dit que tous les secteurs sont touchés... Dans cette entreprise de transport routier, pas loin de 40% de personnes droguées. Des chauffeurs qui devront prendre la route ensuite. Putain, mais ça y est, on devient encore plus alarmiste et flippante que les médias tradis, mais c'est pas possible. Mais non, du calme, tu te stresses là. Viens, on va faire une pause clope. La pause clope, c'est un temps de repos, un temps de récupération. Et la récupération, c'est la 3e raison pour laquelle on consomme au boulot, mais aussi après le boulot. Une 3e fonction des produits, qu'ils soient légaux ou illégaux, ce sont des fonctions de récupération. Les gens consomment des produits pour récupérer soit pendant le temps de travail, faire une pause. La cigarette, par exemple, est un exemple. Les gens qui fument une cigarette font une pause dans leur travail, mais aussi d'autres produits, légaux comme illégaux, qui permettent, à la suite d'une journée de travail particulièrement intense, de décompresser. Vous connaissez peut-être ça. Vous rentrez du boulot après une journée bien stressante, et pour vous détendre, vous fumez un joint, ou alors vous buvez un verre ou plusieurs. Ok, vous ne consommez pas sur votre lieu de travail, mais vous consommez pour vous détendre du travail. C'est quand même lié. Vous avez passé une journée un petit peu exténuante avec des situations compliquées, des enfants à s'occuper. Donc à l'époque, mon mari rentrait tard, moi j'étais souvent seule. Et c'est vrai que la facilité, c'était un petit peu de consommer 1 ou 2 verres pour vous enivrer pour me relâcher, ou pour vous évader un peu. Pour me relâcher. Puis une sorte de récompense en disant j'ai bien travaillé, c'était difficile aujourd'hui, tu as le droit. Costaud, voilà. Et peut-être que pour récupérer du travail et pour assurer le lendemain, vous allez prendre des médicaments pour dormir. Tout ça, c'est de la récupération. Se servir de produits pour continuer à fonctionner, c'est comme un genre d'automédication. Oui, et pas que dans le cadre de l'automédication. C'est aussi dans ce cercle vicieux que s'inscrivent les anxiolytiques qui, eux, sont prescrits par des médecins. On se rend compte par exemple que dans certains secteurs, comme le secteur du bâtiment ou les très beaux travaux de Castelin sur les dockers du Havre, que ces produits, comme l'alcool, servent à la fois à continuer le travail dans des conditions de travail extrêmement difficiles. Vous savez, après 50 ans, les carreleurs par exemple, ils ont mal aux genoux. Boire un coup parfois en fin de matinée, parce qu'ils se sont levés à 5 heures du matin, permet d'avoir moins mal aux genoux. Et aussi, ça permet d'entretenir des collectifs de travail, une entraide au travail. Donc là, Renaud Crespin a évoqué 2 choses très importantes. À la fois l'entretien des liens entre les travailleurs, comme on l'évoquait dans le cas des agents de La Poste, et les psychoactifs comme médication contre les conditions de travail très dures. Ils peuvent aider à supporter le froid, la fatigue ou la douleur. Il y a donc un rôle utilitaire, c'est ce qu'explique Gladys Lutz. Quand on laisse le temps aux travailleurs consommateurs de produits de décrire effectivement leurs activités, leur consommation, quel type d'interrelation il peut y avoir entre les deux, on voit apparaître des consommations de type utilitaire, donc c'est ce qu'on a appelé les fonctions. Les produits sont parfois justement des outils de régulation à travers les différentes fonctions pour tenir, pour se calmer, pour pouvoir récupérer, pour pouvoir au contraire se stimuler. Il y a toutes ces dimensions-là, tous ces effets recherchés-là, qui sont paradoxalement justement parfois des moyens de travailler en santé, de travailler en sécurité, complètement à l'inverse de ce qui peut être prôné par la prévention classique ou avec les outils traditionnels de la gestion ou de l'addictologie. Ça, c'est quand même très contre-intuitif de se dire que consommer, c'est une manière de se protéger. En gros, ce que la chercheuse dit, c'est que la prévention qui est faite à l'heure actuelle ne prend pas en compte le fait que pour travailler efficacement et avec le moins de douleur possible, les gens consomment.
Renaud Crespin, il a cité juste avant le travail de Jean-Pierre Castellin. Il fait référence à une enquête sociologique sur les dockers du port du Havre. Et vous allez voir avec cette citation, c'est ultra parlant ce besoin de consommer pour travailler. Boire accentue le risque d'accident du travail, disent les uns extérieurs. Nous buvons, répondent implicitement les autres, car sinon nous ne pourrions pas effectuer ces tâches. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation. Il y a des boulots tellement difficiles que consommer est nécessaire pour la réalisation du travail. Et c'est pas juste pour les dockers du port du Havre dans les années 80. C'est aujourd'hui avec la cocaïne dans les arrière-salles des restaurants, dans les hôpitaux, sur tous les lieux où la cadence est infernale. Cette situation catastrophique est le résultat d'un choix politique. L'organisation de notre économie aujourd'hui fait que la vie d'un travailleur vaut moins que les marchandises qu'il contribue à créer. Autrement dit, pour le patronat, il faut mieux qu'un travailleur crève lentement à la tâche et qu'il consomme des substances pour y arriver, plutôt que de changer l'organisation du travail. Et en fait, je me trouvais nulle. C'est vrai que souvent, le soir, je me disais, bon, tu vas boire, et puis après, tu vas te coucher, puis j'espère que tu vas pas te réveiller, quoi. C'est ça la réalité de la souffrance au travail. Ça peut mener à des dépressions, à des burn-out, voire à des suicides. Alors comme on l'a vu en début d'émission, le patronat il va plutôt se montrer inquiet de la consommation de drogue et d'alcool dans son entreprise. Inquiet pour son chiffre d'affaires, pas pour ses travailleurs qui sont en souffrance, faut pas déconner. La consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail est devenue, en l'espace de quelques années, un véritable fléau pour l'employeur. C'est une forme d'hypocrisie, comme on l'a vu. Si les patrons se préoccupaient vraiment de la santé de leurs salariés, mais ils changeraient leurs conditions de travail. Après, ça les arrange bien que leurs travailleurs s'anesthésient ou se boostent avec des produits qui leur permettent de tenir le coup, de suivre le rythme imposé. Et si les travailleurs font des conneries, on pourra individualiser leurs problèmes, les sanctionner. C'est bien pratique, par exemple, en cas d'accident du travail. L'extrait qu'on va vous montrer maintenant vient des actualités françaises de 1961. Attention, préparez-vous à des cascades et des effets spéciaux bluffants. L'abus de l'alcool, amenuisant les réflexes, provoque un accroissement des risques. D'enquêtes approfondies menées avec le concours du corps médical, il ressort que l'alcool est responsable de 10% des accidents légers du travail et de 15% des accidents graves. Les boissons non alcoolisées doivent être mises à la disposition des travailleurs. Les patrons, les dirigeants d'entreprise, de toute façon, en général, eux, ils ne le savent même pas quand quelqu'un consomme sur le lieu de travail. Leur sale besogne de surveiller les travailleurs et travailleuses, ils la font faire par les managers. Ah oui, mais là, il y a un problème. Les managers, ils savent pas quoi faire quand ils chopent quelqu'un en train de consommer au boulot. Est-ce qu'ils doivent l'aider ou lui mettre la pression ? On a trouvé un article de la revue Questions de Management qui explique que les managers sont tiraillés. Se dégage alors un paradoxe entre, d'une part, le soutien que veulent offrir les managers et, d'autre part, les normes de performance qui leur sont imposées, combinées aux politiques organisationnelles qui, par leur nature, les écartent. La dimension humaine des pratiques de gestion s'incline alors devant ces politiques. Les lignes directrices endiguent le soutien émotionnel. Voilà, donc les managers sont empêchés d'être des êtres humains décents qui s'inquiètent quand quelqu'un consomme au travail parce qu'il faut avant tout faire du chiffre. En gros, c'est pas possible pour eux d'être empathiques. Structurellement, ça fait pas partie de leur job. Eux, ils sont là pour les indicateurs de performance. Oui, en fait, c'est ça leur boulot. C'est pas de rendre les gens heureux au travail, c'est de rendre les gens plus performants. Mais alors attends, ça veut dire que eux non plus, il est possible qu'ils soient pas heureux ? Ah non. Et donc, eux aussi seraient peut-être obligés de prendre des substances ? Bah c'est sûr. En général, les chefs d'entreprise ont fermé les yeux sur les consommations, car ils savent que c'est une manière de continuer à faire le travail quand on n'en peut plus. Historiquement, le patronat poussait même à la consommation d'alcool. De nombreux ouvriers étaient obligés de récupérer leur paie au bistrot. Jusque dans les années 20, la ville du Havre fut la première en France et dans le monde pour la consommation, la morbidité et la mortalité alcoolique. À cette époque, les dockers étaient encore payés au moyen de jetons à échanger auprès de certains patrons de café qui imposaient des tournées. Encore une fois, il y a une forme d'hypocrisie chez la bourgeoisie patronale, qui condamne les consommations d'alcool tout en créant les conditions qui lui permettent de proliférer. C'est normal, c'est Jean-Pierre Castellin qui en parle dans son ouvrage sur les dockers. Il dit « Mieux valent des ouvriers ivrognes que révolutionnaires ». L'idéologie anti-alcoolique traduit la vision des classes dirigeantes sur le monde ouvrier et leur projet social. L'alcool est un bouc émissaire qui permet d'expliquer beaucoup de problèmes sociaux et de discréditer les mouvements de protestation. Et voilà, pousser les travailleurs à consommer tout en tenant un discours public pour dire que c'est dangereux, c'est malin. Oui, le patronat assure ses arrières. Qui va croire que c'est lui le coupable de la misère sociale et de la souffrance au travail si c'est dans le sac des travailleurs qu'on retrouve des tessons de bouteilles et de la coke ? Chat perché. Mais revenons à aujourd'hui, on vous l'a dit, tous les secteurs sont touchés, mais pas tous de la même manière.
Par exemple, la consommation ne sera pas la même selon la classe sociale et surtout elle ne sera pas perçue de la même façon. La consommation des classes populaires est plus visible, plus mise en avant et surtout plus stigmatisée. Alors que celle des classes supérieures, elle est plutôt valorisée. On pense par exemple aux after-work, aux dîners d'affaires et à toutes ces occasions qu'ils ont pour boire. Oui, mais attention, c'est pas parce que le contexte est plus festif ou mondain que ce n'est pas pour autant dangereux. Il peut y avoir de la pression à boire pour participer à la vie de l'entreprise. Oui, même les personnes qui ont les postes les plus prestigieux peuvent souffrir d'addiction. Le 23 janvier 2009, à 12h30, je m'effondre ivre-morte à la cérémonie des vœux chez Vinci, là où j'étais cadre supérieur. C'est violent, je vais rester longtemps par terre, je vais voir beaucoup de gens partir au lieu de venir m'aider. Je suis seule. Les contextes de la consommation varient donc selon la classe sociale, mais aussi selon la stabilité professionnelle. Les saisonniers vont par exemple prendre des substances plutôt pour se doper, alors que les classes populaires stabilisées utilisent des produits surtout pour la fonction d'anesthésiant ou de récupération. Voici ce qu'on pouvait lire dans un article de France Info de juin 2025, lorsqu'est sortie la fameuse étude sur l'augmentation des consommations. Le profil type des consommateurs de drogue ou d'alcool au travail a été dressé. Ce sont en priorité les travailleurs précaires, surtout les intérimaires, des salariés qui subissent des conditions de travail difficiles, que ce soit à travers des horaires décalés, des logements collectifs temporaires, la faible intégration au collectif ou encore qui subissent un isolement ou un manque d'accès à l'information. Enfin, on pourrait se demander quel domaine d'activité provoque quelle consommation. En 2017, le Nouvel Obs avait interrogé des travailleurs sur leur prise de psychoactifs, ainsi qu'une médecin du travail, Isabelle Bideguin. Dans les secteurs de la construction, de l'agriculture ou de la fonction publique territoriale, ça sera plutôt le verre de vin partagé en fin de journée, en début ou en fin de chantier, ou lors d'une occasion festive. Dans les lignes de production des usines, où le travail est parcellaire et les gestes automatisés, le cannabis peut être consommé pour se soustraire à la monotonie de la tâche et au bruit permanent des machines. En immersion au cœur d'un abattoir breton, le journaliste Geoffroy Le Guilcher a constaté que certains ouvriers consommaient de l'alcool, mais aussi du LSD ou de la cocaïne pour affronter la souffrance physique et psychique de leur poste. Si tu bois pas, que tu fumes pas, que tu te drogues pas, tu tiens pas, tu craques, lui rapportait l'un d'eux dans son livre Steak Machine. Plus la tâche est pénible, plus on souffre, plus on peut aller chercher refuge dans les psychoactifs. Encore une fois, l'important c'est le contexte, les conditions de travail. Voilà ce que disait une psychologue du travail qui avait appelé au standard de France Inter. Qu'il est temps de soigner le travail plutôt que de soigner des milliers de salariés. Ouais. Sauf que ça, ce que l'on essaye de prêcher depuis des dizaines d'années dans notre métier, en fait, on a l'impression de prêcher dans le vide. Mmh. Donc là, je me dis, si on est sous une sidération collective de cette explosion de situations d'addiction avec en plus de la drogue dure dans le monde du travail, peut-être qu'on va enfin collectivement prendre le problème à bras-le-corps et le problème pour soigner le travail. Les nouvelles organisations du travail sont responsables du fait que de plus en plus de gens consomment des substances, comme une béquille, c'est le terme qui est utilisé. Dans son ancien cabinet de conseil, les salariés n'avaient pas le droit à l'erreur, il fallait faire toujours plus de chiffres. La CAM, c'était sa béquille chimique contre le stress. Le matin, 1 heure dans les embouteillages, la pression, les horaires, etc., l'enfer, les soucis, voilà. Avec ça, je traversais ma journée sur un nuage, en faisant mon quota. Donc c'était fabuleux. Et si t'as une petite baisse, tu vas dans les toilettes et tu te refais un rail, et puis voilà, c'est comme ça. Avant, les travailleurs étaient moins isolés. Ils étaient beaucoup moins mis en concurrence avec leurs collègues. Il y avait beaucoup plus de solidarité, de soutien, d'entraide. Et puis avant, il n'y avait pas une telle intensification du travail. Il y avait moins le culte de la performance individuelle. Une consommation de substances addictives qui serait due à l'évolution du travail en entreprise, où l'on valorise de plus en plus le rendement et l'effort individuel plutôt qu'un travail d'équipe. Le collègue qui avant était un collègue sur lequel on pouvait s'appuyer, avec lequel on pouvait être solidaire, devient maintenant un concurrent. Il faut avoir une meilleure note que lui pour avoir une meilleure prime. Et donc ça génère un certain nombre de consommations. Aujourd'hui, on cherche à se transformer pour être meilleur. On ne cherche plus à transformer le travail. On cherche à se transformer nous. La première cause des souffrances au travail se trouve là, dans les nouvelles organisations du travail qui permettent ces taux de rentabilité faramineux imposés par les investisseurs financiers. Et alors là, il y a un jeu de montage dans le documentaire que je trouve super marquante pour montrer ce que c'est l'intensification du travail. Faire passer des travailleurs de 350 pièces à 1200 à l'heure, c'est comme accélérer l'image de cette femme par 4. Le résultat, c'est ça.
Ces extraits viennent de l'excellente série documentaire de Jean-Robert Viallet, La mise à mort du travail. Et déjà, la question de la consommation était présente. 10% des hommes sont sous dépendance de l'alcool pour une cause directement liée au travail. On sait par ailleurs que 8% des salariés, surtout des femmes, prennent des psychotropes uniquement pour tenir le coup au travail. Notre société l'admet, sans broncher, comme s'il s'agissait du prix à payer pour ne pas perdre la compétition mondiale. Mais faut-il s'étonner que désormais, tant de gens perdent leur vie à force de tout faire pour la gagner ? Ce film date de 2009 et clairement, depuis les années 2000, il y a un grand vide sur les documentaires sur le travail. Il y a carrément un grand vide politique sur la question du travail en général. Et c'est pour ça que nous, on tenait vraiment à faire cette émission. On entend à longueur de journée dans les médias que les Français seraient des fainéants payés aux 35 heures, alors que la réalité, c'est qu'il y a des gens qui crèvent au boulot. Alors consommer des substances pour tenir la cadence, c'est presque devenu une banalité en fait. Après, c'est pas parce que c'est banalisé qu'on doit être résigné face à tout ça. Si on admet enfin que ce sont les conditions de travail qui mènent à ces situations dramatiques, le premier enjeu, c'est de comprendre et de visibiliser les causes. Changer de paradigme. Vous n'avez pas à vous sentir coupable d'être tombé dans l'alcool ou une autre substance. Vous êtes victime d'un système d'exploitation. Et une des solutions pour s'en sortir, c'est l'auto-organisation populaire. On ne peut pas attendre une réforme du monde de l'entreprise. Il faut ici et maintenant créer des îlots de résistance. Pour vous donner un peu d'espoir, on va vous en montrer un petit pour terminer. Vous vous souvenez de nos fameux dockers du port du Havre, la puissance du port du Havre ? Eh bien, figurez-vous que certains d'entre eux prônent un mode d'organisation syndicale et coopératif propre aux travailleurs et géré par eux pour s'en sortir. Alors là, on est au début du XXe siècle et ils se feront fortement réprimer, mais ça vaut le coup d'essayer quand même. En fait, avant la guerre de 14-18, il existait un anti-alcoolisme ouvrier et révolutionnaire. Alors c'était très minoritaire, mais c'était une forme de lutte contre le patronat qui te filait taper au bistrot. Oui, puis il y avait surtout des campagnes de sensibilisation pour aider les camarades à s'en sortir par la lutte et des espaces de solidarité collective. Ceux qui ont tant besoin pour la lutte de chaque jour de rester maîtres de leur cerveau, de leurs actes, guerre à l'alcool, camarades. C'est en fait la constitution d'un mouvement ouvrier anti-alcoolique autonome dans la mouvance anarchiste que Castelin décrit dans son ouvrage comme des buveurs d'eau. Alors la Première Guerre mondiale a éteint cette lutte, mais elle contient des pistes intéressantes. Notamment que c'est aux travailleurs de décider par et pour eux-mêmes de ce qui se déroule dans le monde du travail. Solidarité les camarades, et au mois prochain. Tiens Agnès, tu finiras ça avant ce soir et dépêche-toi parce que Stéphane, il a déjà plusieurs dossiers en avance par rapport à toi, donc là, non, faut y aller. C'est physiquement impossible, là, je peux plus. Pardon ? Enfin, je disais que t'es une machine aujourd'hui. Ah merci ma belle. Et du coup, tu peux faire ça là avant 19h, c'est ok ? Bah ouais, obligé. Bon, par contre, je dois passer aux toilettes. Ça commence à me coûter cher, cette histoire. Ouais, bon, ça, c'est ton problème. Et du coup, after work ce soir, il va falloir que tu sois là. C'est important pour la cohésion d'entreprise. Ouais.